Imo Week, le podcast, spécial CIMI 2023. Bonjour, Guillaume Gadi dans Coris. Donc vous faites partie du collectif Taxtom, alors qui est un collectif d'entrepreneurs qui accompagne le développement économique et immobilier des entreprises et des territoires. Alors première question, est-ce que vous pourriez vous décrire déjà vous personnellement et ensuite le collectif Taxtom? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc Taxtom, c'est un collectif d'entrepreneurs qui a été créé en 2015. Aujourd'hui, on est un peu plus de 200 personnes qui travaillent sur 4 métiers, 4 grands métiers. Alors le métier d'Encoris, c'est celui d'accompagner les territoires dans leur développement. Donc un développement qui est pérenne et durable. Ensuite, on a AxDev qui est un monteur, développeur, promoteur donc d'opérations immobilières. Et ensuite Access qui est un contractant général. Le 4e métier, c'est une foncière, une petite foncière qui s'appelle Octalis. Notre raison d'être et ce qui nous a rapprochés, parce que c'est des métiers qui peuvent sembler un peu différents, c'est que on est tous des entrepreneurs, on a tous envie de prendre part au territoire, de faire en sorte que les entreprises qu'on va implanter dans les territoires, les projets qu'on va développer dans ces mêmes territoires, ils soient au service à la fois de l'entreprise et à la fois du territoire. Et donc c'est de rapprocher les deux mondes que sont le monde des entreprises et celui des collectivités territoriales. Quand on dit qu'on est un collectif d'entrepreneurs, juste pour donner aussi la dimension et la conviction que ça représente, c'est qu'aujourd'hui, dans notre collectif, on est 35 associés. Donc avec des associés qui sont des associés régionaux, qui connaissent le terrain, la région, le territoire dans lequel ils interviennent, puis des associés aussi au niveau national sur des grands métiers comme l'industrie, comme la logistique. Donc on est vraiment en train de mailler, de grossir l'ensemble du territoire français aujourd'hui. Alors c'est intéressant ce que vous dites sur l'attractivité des territoires en France. C'est un concept qui revient régulièrement dans la bouche de beaucoup de professionnels. Est-ce que vous pourriez à date nous dresser un petit peu un bilan général justement de cette attractivité des territoires en 2023 et des perspectives qui s'offrent pour les années à venir? Oui, bien sûr. En fait, je suis en Coris depuis 4 ans. Donc le premier qu'on a fait, c'était en 2019. On sort un baromètre de l'attractivité des territoires et de l'investissement, parce que notre métier, c'est d'aider les territoires à attirer des entreprises chez Encoris. Chaque année, on va détecter à peu près 1500 projets d'implantation. En 2020, on avait eu une année où il y avait eu un peu moins de projets d'implantation, notamment au premier semestre, avec le confinement et le Covid. En 2021, on avait eu une très très bonne année. Parce que en fait il y avait eu plein de plans de relance, les politiques publiques qui étaient orientées quand même sur l'attractivité des territoires, la relance, et donc tout ça a fait que on avait eu une année record en 2021. 2022, il y a pas mal de choses qui se sont passées quand même, notamment le conflit en Ukraine. Ça a impacté les matériaux, ça a impacté la confiance sur le marché. Donc on a eu une petite baisse en 2022. Et puis fin 2022, on a eu ces hausses des coûts de l'énergie notamment, qui commençaient un peu à être anxiogènes pour l'ensemble du marché. Et on s'est retrouvé à se faire un peu peur en fin 2022. Et finalement, l'année 2023 est plutôt bonne parce qu'elle va être à la hauteur de l'année 2022. Donc on est sur des ratios qui sont substantiellement assez un tout petit peu au-dessus même de 2022. Donc pour l'instant, on n'a pas un marché qui s'est arrêté complètement, en tout cas en termes d'implantation et d'investissement des entreprises. Et voilà, après la question c'est qu'est-ce qui va se passer en 2024. Là, la tendance c'est qu'on a l'impression que les taux sont en train un peu de se stabiliser. On a l'inflation qui s'est stabilisée aussi. Enfin, c'est pas fini l'inflation, mais en tout cas elle existe toujours, mais elle se stabilise. Et donc tout ça sont des signes aussi où on peut se dire que finalement ça va peut-être pas être si dur que ça en 2024, quand bien même on s'attend encore un petit coup de rabot sur le marché. Donc effectivement beaucoup d'éléments contraires comme vous l'avez décrit, que ce soit notamment ça a commencé dès 2022 avec la hausse des coûts de l'énergie, les coûts des matériaux également. Donc voilà, beaucoup d'éléments contraires, mais une certaine reprise que vous percevez qui est à l'œuvre et qui devrait se confirmer justement pour l'année qui vient. Ouais, alors nous on parle pas de reprise à proprement parler, on sera plutôt sur
une sémantique de résilience ou de résistance du marché à ce stade pour l'instant, parce que le marché s'est pas arrêté en fait. En 2023, ça s'est pas arrêté. En 2022, on était encore sur le haut de la vague. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit. Hein. Nous, on détecte des projets d'investissement de toutes sortes. Ça va être de l'industrie, du tertiaire, de la logistique, et on les accompagne aussi à travers le collectif Axtome dans les territoires, dans leur implantation. On a un ralentissement, par exemple, sur le tertiaire qui est très clair, mais qui en fait, c'est un ralentissement qui existe depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on va perdre 1 à 2 points de projets tertiaires par semestre. Voilà, ça baisse de 1 à 2% par semestre. Mais à l'inverse, les projets qu'on détecte dans le tertiaire, même s'il y en a moins, ils ont toujours besoin des mêmes surfaces parce qu'ils essayent de faire augmenter la qualité du bien qu'ils produisent pour que, quelque part, les salariés aient envie de venir au travail. Bien sûr. Versus la tendance forte du télétravail. Hein, c'est 40% des salariés en Ile-de-France, typiquement, qui sont à 2 jours de télétravail. Donc, ça, c'est quelque chose à laquelle nous, on fait aussi attention parce que on a fait une étude avec donc Axtome et Opinionway où on a interrogé plus d'1 millier de dirigeants d'entreprises sur les tendances de marché, les tendances de fond et ce qui était important comme déterminant dans leur implantation, dans leur choix. Et par exemple, 83% d'entre eux nous disaient que la qualité du bien immobilier, ou en tout cas du lieu de travail qu'ils pouvaient proposer à leurs salariés, était un critère déterminant dans le choix de leur implantation parce que, en fait, ça leur permet à la fois de faire de la rétention de salariés, donc de garder les salariés, d'éviter qu'ils s'en aillent, mais aussi d'être attractifs sur le marché du travail. Parce que la réalité du marché du travail aujourd'hui, c'est que tous les métiers sont en tension. Il n'y a pas un métier où c'est pas difficile de recruter. Donc c'est un peu ça qui ressort dans tous nos échanges et dans tout ce qu'on peut voir sur le marché. Et à l'inverse, à une certaine époque, quand on se replonge en 2017-2018, on avait très peu de projets industriels. Et des projets industriels de plus de 50 emplois, c'était même très très rare, ou quasi inexistant par moment. Là, depuis 2-3 ans, c'est la même chose. On a vu de plus en plus de projets industriels. Alors, il y en a eu énormément en 2021 avec le plan de relance, notamment. En 2022, un peu moins, mais en fait, cette mécanique, elle s'est maintenue. Et on le voit encore, on a des gros projets industriels aussi qui veulent aller s'implanter dans les territoires. Et quand on dit les territoires, c'est que 2 tiers des projets qu'on va détecter, ils veulent aller dans des villes moyennes ou même en zone rurale. Parce que voilà, leur déterminant, c'est aussi de se dire j'ai besoin d'un bassin d'emploi dans lequel j'aurai pas cette tension-là. Alors justement, vous parlez de projets très importants. Je voulais revenir sur une opération donc sur laquelle vous avez communiqué durant l'été, celle de Fort Blankfort, donc avec la création d'un village industriel de 250 000 m2 dont les premières tranches seront livrées à partir de 2026, si je dis pas d'erreur, oui. Et qui entraîneront donc la création de 2500 emplois sur site. Donc c'était une promesse de vente de 50 hectares de l'usine Ford qui a été signée au cours de cet été. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur cette opération ? Vous en avez déjà dit beaucoup. mais dans les faits, oui, c'est ça. C'est une opération donc sur laquelle on a travaillé très tôt avec les collectivités territoriales, donc en l'occurrence la région, la métropole et la ville de Blanquefort, donc métropole de Bordeaux, région Nouvelle-Aquitaine et ville de Blanquefort. Qui nous ont bien accompagnés aussi sur le sujet, hein, qui ont été très soutenants, toujours aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de travail avant de sortir, comme vous le dites, en plus avec l'ambition qu'on y met d'un parc orienté sur les activités industrielles, préférentiellement des activités industrielles qui sont aussi décarbonées, ça demande un temps de préparation et on doit avoir tout le monde autour de la table. Donc déjà, cette opération, on l'a construite avec les acteurs locaux, fortement. Aujourd'hui, comme vous le disiez, on est à l'étape où Ford est encore en train de faire des travaux de dépollution sur ce site pour pouvoir accueillir de nouvelles activités. Et l'ambition à terme, c'est de développer donc un parc de 250 000 m2 à peu près, orienté sur les activités industrielles qui sont connectées à la politique publique du territoire. C'est un territoire qui a quand même beaucoup de savoir-faire industriel. Il faut se rappeler que Bordeaux Métropole, c'est la 2e ville en termes de production de valeur ajoutée dans l'industrie en France. Enfin, 2e métropole après hors Paris. Voilà. Donc ça doit être la 3e après Paris, évidemment. Mais ça veut dire qu'on a un territoire sur lequel il y a vraiment ce savoir-faire là. Il y a des besoins
80% des territoires avec lesquels on travaille nous disent qu'ils sont en tension foncière déjà maintenant ou qu'ils vont l'être dans quelques années. Donc en fait, il fallait recréer un objet sur ce site de Blanquefort, un objet qui puisse accueillir des activités productives qui soient utiles au territoire, qui recrée de l'emploi. Vous avez mentionné le chiffre d'emploi. Alors c'est des estimations qu'on fait, mais ça peut être plus comme ça peut être un petit peu moins. Donc voilà. Mais l'objectif, c'est vraiment d'orienter ce projet sur la qualité dans tous les sens du terme. Mais c'est vrai que d'une façon générale, on a le sentiment qu'aujourd'hui, avec tous les dispositifs qui sont créés, notamment le ZAN, la non-artificialisation de nouveaux sols et ce genre de choses, comment dire, qu'il y a beaucoup de fonciers justement qui sont d'ores et déjà disponibles sur les territoires, notamment via des usines qui sont désaffectées, qui ne sont plus utilisées, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment là que se concentre la réserve, la réserve pour justement créer de nouveaux sites, et que c'est vers ce genre d'endroit que l'on doit se diriger pour créer des établissements tertiaires, logistiques ou autres? Il y a plusieurs champs dans votre question. Déjà, là, comme vous le mentionnez, c'était une usine existante, donc le terrain avait déjà été artificialisé et nous, c'est pas la première qu'on fait de revitalisation d'un site qui avait déjà été artificialisé. Donc, quand on peut le faire comme ça, il faut. Et de toute façon, le ZAN nous impose à tous, collectivement, entreprises utilisatrices, acteurs de l'immobilier, collectivités territoriales, à se poser les bonnes questions sur l'utilisation du foncier. Donc c'est très bien. Maintenant, il faut toujours aussi se rappeler que là où il y a des friches, c'est là où il y avait des activités industrielles il y a plusieurs dizaines d'années en arrière. Et là où les activités industrielles s'implantaient il y a 50, 60, 80 années en arrière, mais c'est pas forcément là où les industriels d'aujourd'hui veulent s'implanter. Et des friches, force est de constater qu'il n'y en a pas partout non plus. Donc, c'est un bon moyen. C'est un mécanisme et il faut l'utiliser. Mais il y a d'autres endroits où on n'aura pas le choix que de dédier du foncier pour accueillir des activités productives. Et il faut se rappeler quand même que l'artificialisation des sols en France, pour donner les grandes masses, c'est 40% c'est le logement, 30% c'est les infrastructures de transport, dont 25% de ces 30% qui sont des infrastructures routières pour la voiture. Et l'industrie, c'est 4,2%. La logistique, c'est 0,8, 0,9%. Donc, c'est vraiment l'industrie, la logistique, c'est 5% de l'artificialisation des sols en France. Donc, c'est pas non plus le mauvais élève de la classe. Et voilà, si on peut déjà densifier un peu plus le logement, arrêter de construire des routes, parce qu'à chaque fois qu'on construit une route, on crée des bouchons. Enfin, ça, c'est mécanique. C'est comme ça, mais ça existe. Et d'ailleurs, quand on supprime des routes, on supprime des bouchons. Donc, typiquement, il y a plein de mécanismes comme ça qu'on peut mettre en place sur ces 70% de l'artificialisation des sols que représentent le logement et les infrastructures de transport, avant de commencer à venir travailler sur l'industrie. Et il faut savoir que quand même dans l'industrie, il y a déjà des démarches de sobriété qui sont mises en place, parce que les industriels, pour beaucoup, vont travailler en 2-8 ou en 3-8. Donc vous avez des sites qui tournent parfois 24 heures sur 24 quasiment. Et donc en fait, plutôt que de faire un site de 15 000 m² et de faire travailler 3 équipes de front, en fait vous pouvez faire un site de 5 000 m² sur lesquels les équipes se relaient. Vous voulez dire qu'il y a toujours une suractivité, ce qui fait que de toute façon, l'actif en question est toujours sur une utilisation en tout cas, à peu près constante. Et ça, dans l'industrie, c'est un des mécanismes qui est utile. Par exemple, si vous regardez de l'e-commerce, c'est plus difficile d'ouvrir un magasin 24 heures sur 24. Voilà. Donc la pratique de la sobriété foncière, elle a déjà été quelque part ancrée dans le modèle des industriels, par exemple, grâce à ces mécaniques-là. Maintenant, est-ce que on doit encore faire des progrès, on doit encore faire des efforts, mais la solution, elle n'est pas chez l'un ou chez l'autre, ou en tapant sur le ZAN, ou en disant les collectivités territoriales n'ont pas assez anticipé, ou les entreprises ont des comportements qui ne sont pas du tout adaptés. Non, en fait, la solution, elle est à l'intersection des besoins des entreprises utilisatrices, des collectivités territoriales, mais aussi en incluant dans ce jeu-là les transformations qu'on est en train d'observer au sein des acteurs de l'immobilier. Et notamment chez nous, on essaye justement, avec des opérations comme Blanquefort, d'inclure tous ces principes-là. Si on se projette un petit peu sur l'année qui vient, l'année 2024, est-ce qu'il y a des perspectives? Ça peut être également à plus long terme, à moyen ou à long terme, les grandes perspectives pour le collectif Axtome. Quelles sont justement les grandes lignes directrices pour l'année à venir et pour le moyen ou le long terme que vous êtes fixé? Les grandes lignes directrices, c'est de toute façon développer et continuer à développer des métiers qui sont au service des entreprises et des territoires, de continuer à accompagner aussi des personnalités
femmes et hommes qui veulent devenir des entrepreneurs parce que toute notre ADN, notre colonne vertébrale et ce qui nous a rapprochés, c'est qu'on est tous des entrepreneurs. Alors dit comme ça peut dire tout et n'importe quoi, mais fondamentalement, on avait chacun envie de construire des projets d'entreprise qui soient au service de quelque chose qui nous dépasse. Chez Ancoris, chez Access, chez AXDev, chez Octaliz, et tout ça englobé dans un collectif où on se soutient mutuellement les uns les autres, où on rencontre les mêmes problématiques en tant qu'entrepreneur, et donc faire venir d'autres gens et donner envie par nos propres expériences, et c'est très humble et très modeste, hein. On ne sait pas tout, on fait plein d'erreurs. Un entrepreneur, son premier déterminant, c'est de faire des erreurs parce qu'on prend des risques, donc en permanence on se trompe, mais c'est pas grave de se tromper, on apprend. Et là, ce qui est bien, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, on est 35 associés, mais en fait, il y a le cousin, le copain qui va faire les mêmes erreurs que vous ou qui va les faire avant vous, et ça vous évite de les faire. Et tout ça, on l'a structuré aussi autour de grandes directions, dans la communication, dans les ressources humaines, dans le juridique, de la finance, pour accompagner justement les entrepreneurs avec de la compétence dans leur projet entrepreneurial. Et là-dessus, ce qu'on vient de faire, et il faut rendre à César ce qui est à César, c'est Stéphane qui a eu cette idée de monter une fondation. On vient de lancer la fondation Entrepreneurs et Territoires, donc pour aller accompagner aussi dans les territoires des entrepreneurs, les aider à se lancer, alors soit avec de l'argent, hein, quelque part, de l'apport en fonds, ou alors avec les ressources qu'on a nous en interne à travers du mentorat, de l'accompagnement, de l'ingénierie, comme on pourrait le décrire simplement. Et quelque part, c'est ça notre ambition, c'est de continuer à pousser ce modèle entrepreneurial parce que on pense, enfin, on veut pas, on n'ambitionne pas de changer le monde, mais on se dit que dans l'entreprise même, par rapport à tous les enjeux auxquels on fait face en ce moment, énergétiquement, environnementalement parlant, sociétalement parlant aussi, on a peut-être aussi un modèle d'entreprise à réinventer. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers notre collectif d'entrepreneurs. On va essayer de terminer sur une petite note, de confiance en l'avenir. C'est vrai que le contexte n'est pas forcément à la fête, hein. Il est assez morose, mais néanmoins, quelles sont les raisons de continuer à espérer dans l'immobilier de demain et d'avoir confiance un peu en l'avenir? Je pense qu'aujourd'hui, alors après nous, on est quand même très spécialisé aujourd'hui dans l'immobilier d'entreprise, donc je pense qu'on sent moins les remous que des acteurs qui vont travailler dans le logement notamment. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas confronté aux mêmes problématiques et que notre environnement n'est pas confronté à ces problématiques-là. Donc, faut garder la tête froide et il faut regarder droit devant nous et continuer à faire ce qu'on fait. La force de notre modèle, c'est que on est un collectif d'entrepreneurs, donc on est tous associés, et donc on a tous intérêt à faire en sorte que le modèle il avance. D'une certaine manière, c'est aussi simple que ça. Et donc, quand on regarde l'avenir et qu'on se dit, est-ce que quelque part on peut être optimiste, moi je le suis beaucoup. Alors c'est peut-être parce que je suis jeune encore et peut-être un peu naïf, mais ce qu'on voit, c'est que même dans nos données, les entreprises prennent en compte les démarches RSE et la partie protection de l'environnement de plus en plus dans leurs décisions d'implantation. Les territoires, eux aussi, sont en train de me dire attention, on ne prend plus n'importe quel projet, n'importe comment, parce que on veut des entreprises qui sont en capacité de développer des projets qui vont générer de l'impact à terme sur notre territoire. Et les acteurs de l'immobilier dans tout ça le font aussi. Je veux dire, Access construit des bâtiments à étage dans l'industrie, AXDev pratique la sobriété foncière quand on est en train de designer des parcs. Alors c'est pas forcément des parcs d'activité comme on imagine, mais même en termes de qualité environnementale des projets, on pousse. On met du photovoltaïque dans quasiment l'intégralité de nos projets et très souvent à quasiment 100% des possibilités exploitées. Donc tout ça, moi, ça me rend un peu optimiste parce que il faut quand même se rappeler que si on regarde le BTP, c'est un des premiers producteurs de CO2 dans l'industrie. Notre rôle à nous, et le rôle de l'ensemble des personnes qui sont ici sur le CIMI, c'est aussi d'être en capacité de se réinventer pour pratiquer la sobriété foncière, pour trouver des méthodes décarbonées pour aller construire, pour utiliser des matériaux qui sont plus respectueux de l'environnement, et puis juste ne pas faire n'importe quoi. Donc je suis assez optimiste,
parce qu'on le sent partout. On le sent partout, on le sent dans les messages, on le sent dans les baselines des entreprises. Et puis, il y a aussi des choses qui poussent à faire ça. Je veux dire, la finance, elle doit être plus responsable. Et donc, à partir du moment où les investisseurs, eux, veulent être plus responsables, ils vont aller vers les projets qui sont plus responsables. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, qu'on avance aussi avec le vent dans le dos, parce que le message qu'on porte d'un point de vue sociétal et dans la manière de conduire nos projets d'opération immobilière, il attire tout le monde parce que justement on est dans cette dynamique-là. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Imo Week, le podcast spécial CIMI 2023.